Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode du podcast 500 Gasoline Alley, ici tourné en direct du studio Love à Saint-Jacques dans la Naudière. Très content de vous retrouver pour faire le retour sur cette deuxième course de la saison de la série IndyCar qui était du côté du Thermal Club en Californie la semaine dernière. Donc très content de pouvoir revenir sur cette deuxième course qui a été quand même assez enlevante vers la fin de l'épreuve qui en comptait 65 tours. Première des choses, Thermal Club. C'est quoi ça, Thermal Club? Pas grand monde qui connaît cette piste. Une piste qui est dans un club privé à 140 000 à l'ouest, non, en fait à l'est de Los Angeles, juste un peu à l'extérieur en allant vers le désert. Et le Thermal Club, mettons que c'était la deuxième année seulement que l'IndyCar allait là. L'an dernier, c'était le match des étoiles, une site de course des étoiles qui était couru sur ce circuit-là avec un challenge à 1 million de dollars. C'est comme ça qu'il avait été appelé. C'est Alex Palou qui avait remporté ce challenge-là l'an dernier. Et dans le cas de Thermal, ça a été extrêmement difficile l'an passé pour les fans parce que les prix des billets étaient extrêmement coûteux en raison que c'est un endroit qui est très mitigé. Les prix sont extrêmement élevés. C'est un coin où les gens ont souvent une deuxième maison. Donc, l'accessibilité était difficile. Cette année, c'était un peu la même chose, mais quand même, on a pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient fait le voyage. Là, pour ceux qui veulent suivre la série IndyCar, là, c'est la première de 2 courses en l'espace de quelques semaines en Californie, dans la grande région de Los Angeles. Mais en fait, cette piste-là, elle a fait beaucoup réagir pour les bonnes, pour les mauvaises raisons. On aura la chance d'y revenir tout au long de ce deuxième épisode. Mais encore une fois, ça sera vraiment spécial de voir qu'est-ce qui sera fait d'ici l'an prochain, voir si cette piste sera de retour au calendrier en 2026 dans la NTT IndyCar Series. Clairement qu'on doit faire des ajustements à la piste, au circuit, au tracé pour rendre le circuit un petit peu plus attrayant pour les fans. Mais il faut dire que quand même le décor, l'arrière-plan, les montagnes, un peu de neige dans le haut des montagnes dans ce coin-là de la Californie, c'est très splendide. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'écouter la course ou de l'écouter au complet, je vous suggère d'aller revoir cette course qui a été remportée bien sûr par Alex Palou. La question que tout le monde se pose, c'est qui arrêtera Alex Palou, qui est le double champion en titre de la série IndyCar. Palou qui a remporté la course il y a 3 semaines à Saint-Petersburg et là a doublé son nombre de victoires avec cette victoire à Thermal Club. Mais c'est de la façon dont il l'a fait, un classique Alex Palou. Pourquoi un classique? C'est que Pato O'Ward partait de la pole, il a dominé pendant la première partie de la course, a tourné pendant 51 tours en tête au total dans cette course de 65 tours. Et dans le cas de Palou, au moment de faire le dernier arrêt, il avait 10 secondes de retard sur Pato O'Ward, mais en raison, encore une fois, je l'avais dit, après Saint-Petersburg, une stratégie extrêmement payante de son écurie. Ils ont fait terminer son dernier segment après le dernier arrêt au puits avec les pneus les plus tendres. Donc, il y avait un avantage sur ce dernier segment d'environ une quinzaine de tours. Mais dans le cas de Palou, l'avantage, c'est que oui, tu es plus rapide avec cette gomme-là, mais la gomme, elle se désintègre assez rapidement. Donc, ça prend une gestion quand même assez formidable des pneus dans le cas de Palou, et il l'a fait. Il a coupé l'avance de Pato O'Ward en l'espace de 2 ou 3 tours. Son coéquipier Christian Lundgaard a tout fait pour essayer de le retenir pendant quelques secondes. Ça a été une bataille. Ça a été la plus belle bataille de la course. Vous avez eu probablement la chance de le voir passer sur les différents médias sociaux de la série. Une bataille où les 2 voitures ont été côte à côte à se faire le crossover à l'intérieur lors des virages, et ça a tout pris pour Alex Palou pour être capable, mais à un moment donné, la gomme tendre a fait la différence au bout d'environ une trentaine de secondes côte à côte. Et après ça, Palou n'avait qu'une mission, c'est de rattraper le coéquipier de Lundgaard, Pato O'Ward, l'a fait et a remporté la course par plus de 10 secondes, ce qui est quand même assez remarquable quand tu vois que la piste a quand même un temps de 1 minute 40 et ça veut dire qu'en l'espace de 15 tours, il courait autour de 1 minute 30. Ben, pas 1 minute 30, mais quand même un délai plus rapide là, par rapport à ça. Il a quand même coupé 20 secondes au total là, par rapport à son retard et à son avance à la fin du 65e tour. Mais c'est drôle parce que dans le cas de Palou,
on sent vraiment qu'il devient le nouveau Scott Dixon. Est-ce qu'il y en a deux Scott Dixon? Non. Mais Palou est en train de signer des victoires d'une façon remarquable. La façon dont il le fait, où est-ce que tu penses que il n'y a aucune chance que quelqu'un va arrêter Pato O'Ward de la manière qu'il a dominé toute la fin de semaine, la séance de qualification, mais la façon dont il est revenu, parce que c'est pas facile de faire ça pendant une aussi longue période de temps. Et il est en quête d'un troisième championnat en autant de saisons. Et il faut dire qu'il a très bien débuté l'année dans le cas d'Alex Palou. Et son coéquipier Scott Dixon aussi a bien fait dans cette course. On y reviendra dans les prochaines secondes. Mais dans le cas de Pato O'Ward, qu'est-ce qui est décevant dans le cas du pilote chez McLaren, c'est que tu domines autant, tu vas chercher la pole et tout le monde se disait « Ah, il va gagner cette course. » Et surtout après la fin de semaine, à Saint-Pete, ça a été plus compliqué, plus particulièrement en qualification dans son cas. Il avait sauvé la mise dans la course. Mais dans le cas de Pato, on appelle ça en anglais un terme, c'était crève-cœur, le terme en français, dans le cas du pilote mexicain chez Arrow McLaren. Mais quand même, aller chercher un double podium avec Christian Lundgaard qui termine aussi en troisième place. Mais on se résignait après la course du côté des deux pilotes qui ont complété le podium à admirer le talent d'Alex Palou qui a, encore une fois, fait une course mémorable pour aller chercher cette victoire. Et là, est-ce qu'il sera arrêté d'ici la prochaine course? Est-ce qu'il sera arrêté justement là, à Long Beach dans quelques semaines? Est-ce qu'il remportera le Indy 500? Mais là, une chose est certaine, c'est qu'il a le momentum et il sera extrêmement difficile à arrêter. En terminant dans le cas de Pato O'Ward, après la course, il a quand même dit un commentaire assez important à partager. Il a critiqué un peu les coéquipiers chez Chevrolet. On sait que dans la série IndyCar, tu as deux motoristes, Honda et Chevrolet. Il a un peu mentionné que les pilotes Honda avaient plus de facilité avec leurs coéquipiers avec le même moteur sans être dans la même écurie pour dépasser ou aider dans certaines situations en course. Et il a un peu critiqué ceux qui ont le moteur Chevrolet qui n'avaient pas eu autant d'aide qu'ils auraient eu besoin pendant cette course, et à voir est-ce que ça va avoir un impact pour la suite des choses, parce que je suis certain que chez les autres pilotes de la série, on n'a pas nécessairement apprécié là, ce commentaire-là, surtout ceux qui sont chez Chevrolet, mais il a quand même raison. Mais son coéquipier a tout tenté, mais à un moment donné, même si Christian Lundgaard avait tenu le coup pendant 2 tours supplémentaires sur Palou, avec la fin de course qu'il a connue, 10 secondes devant Pato O'Ward en deuxième place, il aurait fini par le dépasser, honnêtement. C'est une question de temps, c'était une évidence au moment où Palou a commencé à gagner environ 2 secondes au tour, là, alors qu'il a dépassé Christian Lundgaard. Donc, très spécial d'avoir la chance de vivre ça et de voir ça de nos propres yeux. Dans le fond, c'est le talent d'Alex Palou qui a remporté sa 2e victoire de la saison à Thermal. Maintenant, parlons de l'écurie Penske. Ça a été extrêmement compliqué pour eux à Thermal, une fin de semaine complètement à oublier pour l'écurie de Roger Penske, qui est aussi propriétaire de la série IndyCar et du Indianapolis Motor Speedway. Dans le cas de cette écurie, c'est extrêmement rare de les voir ne pas passer le premier segment en séance de qualification, et c'est exactement ce qu'on a pu voir dans la séance de samedi pour mener à la qualification de la course de dimanche. Les 3 n'ont pas passé le premier segment. Newgarden s'est qualifié en 19e place, dans le cas de Will Power, 21e, et Scott McLaughlin, 25e. C'est une énorme surprise pour ces 3-là qui sont extrêmement dangereux dans le bon sens pour les séances de qualification pour aller chercher la pole position. Mais vraiment, ça a été compliqué et ça fait vraiment un début de saison décevant dans le cas de ces 3-là. On se rappelle que Will Power avait terminé la première course dans le mur après seulement 3 virages. Newgarden, qui avait quand même connu une bonne fin de semaine, McLaughlin, qui n'avait pas été capable d'aller chercher la victoire. Mais là, ça fait 2 courses où que ça ne se passe pas nécessairement comme on l'espérait là, du côté de Penske après une saison un peu décevante l'an dernier pour ces 3-là qui n'ont pas été capables d'aller chercher le championnat aux mains d'Alex Palou. Mais au-delà de la séance de qualification, au moins, il y en a un des 3 qui a été capable de sauver la mise en course, mais
c'est des petits problèmes, les pépins. On connaît l'expression Penske Perfect, et là, on ne sent pas que la perfection est là chez cette écurie-là. 3 pilotes qui sont extrêmement rapides et on l'a vu aussi en course. Ça a mal débuté dans le cas de Scott McLaughlin qui a eu un contact avec le pilote canadien Devlin DeFrancesco au premier. En fait, c'est le virage avant le début de la course. C'est même pas au drapeau vert. Les pilotes s'en allaient prendre le drapeau vert. Et là, ils doivent être côte à côte pour arriver au vert. Et malheureusement, au moment de tourner dans l'avant-dernier virage, il y a eu contact entre les deux. Ça a commencé vraiment sur les chapeaux de roue dans le cas du pilote Scotty Mack. Et heureusement, il n'y avait pas de dommages tant que ça. La voiture était capable de faire la course. Mais en plus, en cours de course, il y a eu des problèmes avec le système hybride, le système il y avait une surchauffe là, chez le moteur Chevrolet. On va avoir la chance de revenir parce que c'est pas le seul qui a eu ce problème-là, mais il a dû abandonner la course avec quelques tours à faire l'arrivée parce qu'il n'y avait plus de possibilité de terminer autre qu'en dernière place. Et dans le cas de McLaughlin, ça a été vraiment difficile. Lui, on croyait, c'était mon choix là, pour être le champion cette année, mais là, déjà, après 2 courses, se retrouve un peu à l'écart au championnat des pilotes, mais dans le cas de McLaughlin, devra se ressaisir du côté de Long Beach dans quelques semaines. Je parlais du pilote qui avait un peu fait oublier une qualification désastreuse chez Penske, c'est Will Power. Power qui, à sa dernière année de contrat chez Penske, en quête d'un nouveau contrat avec l'écurie. Mais dans son cas, on commence à se douter que peut-être Penske décidera d'aller ailleurs dans son cas, même s'il est extrêmement rapide. On doit préparer la relève du côté de Roger Penske, mais Power, en partant 21e, a trouvé la façon de terminer 6e. 6e, on entend souvent, c'est une façon de permettre de suivre et de survivre pour la suite du championnat, parce que si tu termines 21e, tu ne fais pas plus que 3 virages dans la première course. C'est extrêmement difficile, c'est tellement serré cette série-là que c'est là que ça peut devenir un problème pour être capable de rattraper Palou, qui est régulier comme une horloge, on le sait, avec 2 victoires en autant de courses. Joseph Newgarden, lui, partait 19e, il a terminé 13e, donc lui aussi un gain quand même assez appréciable du côté de Penske, mais il va falloir se ressaisir lors de la prochaine course à Long Beach. Il y a quelque chose qui cloche du côté de cette écurie-là. Est-ce que ça part de l'an dernier lorsqu'on a eu les disqualifications à Saint-Pete en raison du fameux problème de push-to-pass où on a déterminé qu'on l'avait probablement fait volontairement, ce petit ajustement là, qui favorisait Penske. Et oui, Joseph Newgarden a remporté le Indy 500. McLaughlin a été très bon tout au long de l'année, mais on sent une énergie différente du côté de cette écurie-là. J'ai bien hâte de voir justement si ils vont rebondir lors des prochaines courses, parce que ça va arriver vite, le Indy 500, à la fin mai. Tantôt, je parlais des problèmes hybrides du côté de Chevrolet. Ça n'a pas été le cas chez Honda. C'est ça, des fois, il y a seulement 2 motoristes. Honda avait eu les problèmes lors de la première course avec les moteurs hybrides. C'était à Mid-Ohio l'an dernier. Scott Dixon, qui n'avait pas été capable de prendre le départ, il y avait un gros problème lors du premier tour de chauffe. Avait dû stationner sa voiture au terme du 3e virage là-bas. Donc, c'était la première course. Il fallait s'attendre à ce que ça ne soit pas parfait. Mais là, dans la course à Thermal, c'est dans le cas de Chevrolet où on a eu un problème de surchauffe. En anglais, on appelle ça Energy Recovery System, donc système de recouvrement d'énergie pour permettre au moteur hybride d'ajouter un peu plus de force au moteur. Mais dans le cas des Chevrolet, Rossi, Rasmussen, Pato O'Ward et Scott McLaughlin, entre autres, ont mentionné qu'ils avaient eu des problèmes au courant de la course ou de la fin de semaine. Pato qui a mentionné justement qu'il n'avait pas été capable d'utiliser son hybride pendant plus de la moitié de la course. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans sa bataille avec Alex Palou? J'en doute honnêtement, parce qu'il était extrêmement rapide. Mais ça, c'est les malheurs du moteur hybride. Des fois, on ne peut pas trop s'attendre à savoir qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qu'on va faire de différent de ce côté-là pour ajuster le tir. Mais dans le cas de ces moteurs-là, c'est certain que on doit se préparer. Et là, après ça, c'est qu'il n'y a pas tant de pause entre
les prochaines courses. Donc, s'il y a des problèmes, tu dois absolument les rectifier le plus rapidement possible. Ça m'amène ensuite aux résultats de la course. Je vais vous les partager immédiatement. C'est Alex Palou qui l'a emporté, bien sûr. J'en parlais tantôt. Il a terminé premier par 10,1854 secondes sur Pato O'Ward, le coéquipier de Pato, Christian Lundgaard, qui partait deuxième à ses côtés sur la première ligne au début de la course, termine troisième en complétant le podium. Ensuite, en quatrième place, Colton Herta. Ensuite, Felix Rosenqvist, Will Power, Marcus Armstrong, Cal Kirkwood, Alexander Rossi et Scott Dixon qui complètent le top 10. Ensuite, Graham Rahal, Christian Rasmussen, Newgarden, Santino Ferrucci, Connor Daly. Après Ferrucci, il y a Kiffin Simpson, Daly ensuite, Vicky, Malukas, Seagull et Di Francesco qui termine 20e, le seul pilote canadien dans la série. Et le dernier droit de 21 à 27, Marcus Ericsson, Robert Schwartzman chez Prema, Stingray Robb, Louis Foster, Jacob Abel, Callum Ilott et Scott McLaughlin qui terminent 27e. Dans cette course où seulement 3 pilotes ont eu la chance de terminer des tours en tête. Pato O'Ward qui termine avec 51 tours menés, Alex Palou 13 et Alexander Rossi, le troisième, avait réussi à compléter des tours en tête de cette épreuve-là. Et Palou qui a finalement pris la tête de l'épreuve au 56e passage. Donc, c'est ce tour-là où on a eu la chance de le voir mener pour les 10 tours restants de cette épreuve sur le circuit de Thermal. Au courant de la semaine suite à cette course à Thermal Club, quelques pénalités ont été annoncées aux différents pilotes de la série IndyCar. Donc, voici le petit résumé qui a été annoncé par la série. Au courant de la semaine, plus précisément mercredi, on a annoncé que Colton Herta avait obtenu une pénalité. Et voici le résumé. Lors de l'inspection technique d'après-course dimanche, l'IndyCar a découvert que l'équipe avait mal fixé les plaques anti-intrusion sur le bras arrière des suspensions inférieures avant, en utilisant une seule plaque par côté du châssis au lieu de 2 par côté, un total de 4, qui était obligatoire, qu'est-ce qui a été demandé dans un bulletin de Dallara, qui est le châssis du côté de l'IndyCar, publié le 14 février 2025. Qu'est-ce que c'est ces plaques anti-intrusion? C'est que il y a quelques années, en fait, je pense que c'est 2016 que James Hinchcliffe, 2016 ou 2017, James Hinchcliffe s'est ramassé à l'hôpital parce qu'il a frappé le mur au Indianapolis Motor Speedway. Il y a un bras de suspension qui a passé à travers le cockpit et ça lui a transpercé la jambe, dans le fond, vraiment. Et il s'est ramassé à l'hôpital. Ça a été extrêmement grave comme accident. Et maintenant, on met justement des plaques d'anti-intrusion pour empêcher ces bras de suspension parce qu'à la vitesse où ce que tu rentres dans le mur, c'est quand même une force assez impressionnante et c'est extrêmement dangereux pour ces situations-là. Et depuis, on a décidé d'en mettre une deuxième couche et visiblement, on n'avait pas fait la mise à jour du côté de Colton Herta et son écurie Andretti Global. En bout de ligne, ne perd pas de points au championnat des pilotes parce qu'on a sûrement on n'a pas imputé la faute à lui, le pilote, parce que visiblement, c'est pas lui qui fait le montage de la voiture, mais c'est 10 points au championnat des entrées. Donc, les numéros de chaque voiture ont un championnat pour déterminer les 22 premières qui obtiennent le boni du top 22 et 25 000 $ d'amende à l'écurie aussi. Donc, c'est quand même assez élevé comme amende, mais il n'y a pas d'impact pour Colton Herta pour son championnat des pilotes. Dans le cas du pilote américain qui vient de la Californie. Aussi, plus tard dans cette semaine, une autre pénalité a été annoncée à l'écurie Prema Racing. Dans le cas de la première séance de pratique du vendredi, il y a eu un incendie là, auprès de la voiture de Robert Schwartzman, la voiture numéro 83. Sa voiture a pris feu en raison d'un petit problème avec l'essence et tout ça. Et lors d'une enquête sur l'incendie impliquant la voiture numéro 83 lors de la pratique de vendredi au Thermal Club, voici, ça c'est en passant, c'est la citation de l'IndyCar. L'IndyCar a déterminé que le câble de traction d'urgence, donc c'est pour... en anglais, on dit Emergency Pull System. Donc, si, admettons, il y a un feu qui prend, tu dois tirer ça
ça fait qu'il y a de l'extinction d'incendie. Et lorsque finalement, c'est ça, ils l'ont pas utilisé. Ils l'ont utilisé, mais le problème, c'est que c'était pas celui qui était approuvé par l'IndyCar. Ils ont essayé avec un autre système et ça n'a pas fonctionné. Donc, l'IndyCar qui l'a justement pénalisé. La même chose dans le cas de Robert Schwartzman. Mais on a vu l'impact parce que ça répète extrêmement grave. Il y a une raison pourquoi ce système-là est en place et qu'il fonctionne dans le cas où il y a un incendie autour de la voiture. Et là, je ne sais pas si c'est un manque du côté Primo, ce qu'on a essayé de faire un peu à notre façon au lieu de suivre les règles, vu que c'est leur première année en IndyCar. Mais clairement que là, ça n'a pas fonctionné et probablement ça a coûté très très cher à l'écurie parce qu'une voiture, ils ont dû tout démonter, remonter la voiture au cours de la nuit le vendredi soir. Donc, d'avoir une pénalité comme ça pour eux autres, une écurie qui commence 25 000 d'amende et 10 points au championnat des entrées des voitures aussi. C'est quand même assez sévère, mais c'est pas le choix. Tu n'as pas le choix du côté de l'IndyCar, autant que la pénalité de Colton Herta, ça peut affecter la santé d'un pilote si jamais il y a un accident à la vitesse qu'ils vont, autant qu'un feu d'un cockpit, c'est extrêmement dangereux. Et il y a beaucoup de choses qui sont en place pour éviter les catastrophes, surtout que la vitesse, le feu sont principalement des causes dans le cas de ces catastrophes dans la course automobile en général. Le lendemain de la course, on a eu la chance d'avoir les fameuses cotes qui font le retour sur le nombre de personnes qui ont écouté les courses lors de la fin de semaine. Et après une première édition à Saint-Pete où tout le monde était très excité à voir que tout près d'1,5 million de spectateurs avaient écouté la course à Saint-Petersburg. Et là, c'était totalement l'inverse pour le réseau Fox. Malheureusement, l'IndyCar qui était au même moment que la course de NASCAR, la Coupe NASCAR qui était du côté de Homestead Miami Speedway en Floride, la Coupe NASCAR qui était sur Fox Sports 1 a attiré quand même 2,4 millions de spectateurs. L'IndyCar, seulement 704 000. Donc, c'est une baisse de plus de 50% si on fait l'inversion là, par rapport à la dernière course à Saint-Petersburg. Mais c'est certain que si tu mets l'IndyCar, quand en même temps, c'est sur le même réseau, Fox Sports 1 et Fox, c'est le même réseau, on s'entend. Mais tête à tête, drapeau vert au même moment, c'est certain que les fans de course vont peut-être préférer aller écouter le NASCAR ou qu'est-ce qui est le fun, c'est si, admettons, t'en fais débuter une avant et tu la mets tout de suite après, c'est là que ça peut être intéressant pour justement essayer d'attirer les gens qui vont « je vais écouter le NASCAR » ou l'inverse, les gens qui veulent écouter l'IndyCar, ils vont dire « Ouais, je suis bien parti, je vais écouter le NASCAR après. » Donc, c'est sûr que ça a un impact, mais les mettre en même temps. Mais le désavantage de tout ça, c'est que la course du NASCAR à Homestead était du côté du temps de l'Est, et tandis que l'IndyCar était en Californie, donc 3 heures de décalage par rapport à Homestead. Donc, la course à Homestead était à 3h30 et celle à Thermal Club était à 3h30 heure de l'Est, tandis que c'est 12h30 du côté de la Californie. Donc, tu ne peux pas vraiment débuter la course plus tôt que ça là-bas. Et juste en comparant la Formule 1 qui était en Chine, la course était à 3 heures du matin. Il y a eu 824 000 personnes qui ont écouté sur ESPN la course du dimanche en pleine nuit. Donc, c'est plus que l'IndyCar en plein milieu de journée. Donc, est-ce que Fox et l'IndyCar vont devoir trouver une solution pour ça? Probablement, parce que de le mettre en même temps que le NASCAR, c'est pas la bonne chose à faire. Visiblement, on le voit sur les cotes et on dirait qu'on n'a pas la même réaction. Tout le monde était comme « Oh, c'est décevant ». Et en plus de ça, tout pour s'aider du côté de Fox et l'IndyCar, il y a eu un problème en plein milieu de la course. Il y a une séquence de 12 ou 13 tours où la course est passée. Au lieu d'être à Fox, c'est rendu le NASCAR qui l'a remplacé parce qu'on a perdu complètement l'électricité là, dans la tour de production là, du côté du Thermal Club. Donc, pendant que le monde sont là à vouloir écouter l'IndyCar, sont forcés d'aller écouter le NASCAR parce qu'il y a un problème là-bas. Est-ce que c'est un problème technique avec le circuit ou simplement quelque chose qui a sauté dans la tour de production là-bas? Mais peu importe, ça ne peut pas arriver à la deuxième course de la saison, mais ça arrive, c'est un problème technique, mais en même temps,
tu te dois de t'aider dans des situations comme ça. Et c'est malheureux parce qu'on dirait que la vague était tellement haute après la première course et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse au niveau des codes d'écoute et j'ai bien hâte de voir comment on va rectifier les choses pour la prochaine course à Long Beach. C'est sûr que Long Beach va attirer des téléspectateurs parce que c'est une course mythique. Tout le monde aime bien ce circuit en Californie sur le bord de l'eau. Très paradisiaque, un peu semblable à Saint-Pétersbourg, mais encore une fois, ce sera en même temps qu'il y a une course de NASCAR, donc ça aura un impact, c'est certain, au niveau des codes d'écoute. Mais si au moins on est capable d'éviter les petits pépins techniques, on a fait des correctifs aussi là, sur la télévision parce qu'il y avait des petits détails qu'on n'appréciait pas chez les téléspectateurs, dont les faces des pilotes qui étaient en cartoon. Donc, ça a fait beaucoup réagir certains pilotes qui avaient de l'air pas très très sérieux au lieu d'avoir leur visage régulier. Donc, on sait que dans le NASCAR, ils le font, mais ça a un peu moins passé du côté de l'IndyCar. On a fait la correction. Donc, on s'est ajusté pour la course numéro 2, mais là, pour les petits pépins techniques comme ça, certainement qu'on doit éviter ça pour la prochaine course qui aura lieu le 13 avril prochain du côté du circuit de Long Beach, dans les rues de Long Beach en Californie. Autre question qu'on doit se poser après cette fin de semaine de course à Thermal, c'est est-ce que cette série sera de retour sur ce circuit là-bas? Moi, je pense qu'on doit le garder, même si j'ai pas nécessairement apprécié la présence de l'IndyCar là-bas pour le spectacle, pour plusieurs choses, même si quand même la course a terminé de la bonne façon. Mais le fameux premier mois et demi de la saison, où entre Saint-Pétersbourg, qui est tout le temps à la fin février, début mars, et l'an prochain, on sait déjà que la course à Arlington, tout près du stade des Cowboys, et tout ça aura lieu aux alentours de mémoire, c'est le 15 mars du côté du Texas. Il y a tout le temps une petite pause, un gap entre ces courses-là. Donc, Long Beach qui est au mois d'avril. Si on est capable de remplir le mois de mars avec plusieurs épreuves, dont Thermal, dont Arlington qui est déjà confirmé, et Long Beach ensuite, Barber, peut-être une course au Mexique aussi qui serait intéressante du côté de l'IndyCar en raison de Pato O'Ward. Mais on le sait, ça fait quelques années qu'on le mentionne que le fameux mois de mars, avril, où en l'espace de 2 mois, tu as 2 ou 3 courses, tandis qu'après ça, au mois de mai, tu en as 5. Pendant juillet, tu en as 4. C'est problématique. Donc, est-ce qu'on décidera de laisser une dernière chance au Thermal Club? J'ai l'impression que ça pourrait être le cas. Et l'occasion pour les deux d'essayer de faire amende honorable après une course un petit peu plus difficile au niveau des codes d'écoute, comme que je disais, des petits problèmes. Le fait que c'était la première course de points après l'an passé où c'était la course des étoiles, un challenge à $1 million, mais moi, j'ai l'impression qu'on aura la chance de le revoir. Est-ce que je suis favorable à ça? La réponse est non. Mais en même temps, si ça permet de régler des petits pépins qu'on a, surtout au calendrier, j'ai l'impression que la pilule serait avalée d'une meilleure façon du côté des fans de l'IndyCar qui, visiblement, étaient assez mitigés après cette course. Après les 2 premières courses de la saison, c'est Alex Palou qui mène au championnat des pilotes avec 102 points. Donc, il a obtenu 51 points, 50 points pour la victoire, 1 point pour un tour mené dans ces courses-là. Donc, quand même déjà 102 points au classement, ce qui est formidable dans son cas. Pato O'Ward se retrouve deuxième avec 39 points de retard déjà après 2 courses. Là, on doit déjà rétrécir les camps là, dès la prochaine course, si possible. Palou, qui est assez régulier comme un horloge, ne devrait pas faire d'erreur cette saison, comme c'est le cas depuis les 2 dernières années. Donc, c'est important de maximiser les points chez ses poursuivants. Scott Dixon, qui a remporté 6 fois le championnat en IndyCar, a 41 points de retard. Christian Lundgaard, qui est à sa première année avec Arrow McLaren, très talentueux, 42 points de retard. Il avait obtenu un podium, justement, on en parlait tantôt, du côté de Thermal Club. Felix Rosenqvist, chez Meyer Shank Racing, 46 points de retard. Kirkwood est le premier pilote chez Andretti Global, 48. Newgarden, premier chez Penske, à 49 points de retard, mais c'est beaucoup trop à ce moment-ci, surtout que lui aussi est un double champion de la série IndyCar. En complétant le top 10, Urta, 55 points de retard, Rossi, 59 et McLaughlin, 61 points. Mais pas trop de momentum chez Penske. Et Will Power, dans son année de contrat, est 14e avec 69 points de retard au classement. Mais lui, qu'est-ce qui lui fait mal? C'est pas sa très très bonne course du côté de Thermal Club, c'est seulement sa course où il y a eu 3 virages
à Saint Petersburg. C'est tellement serré cette série-là. Donc, hâte de voir comment que ça va changer pour la course à Long Beach qui aura lieu le 13 avril prochain. C'est justement la prochaine course dans la série IndyCar, j'en parlais, 16h47, le drapeau vert, heure de l'Est, donc 1h47 du côté de la Californie. En tout début d'après-midi, ce sera sur le réseau Fox. Si jamais vous n'avez pas accès à Fox, TSN Plus diffuse les courses aussi sur les différentes plateformes sur les internets aussi dans le cas. Ce sera la 50e édition du Grand Prix de Long Beach qui remportera. Est-ce que quelqu'un sera capable de stopper Alex Palou? Moi, j'ai l'impression que Scott Dixon, qui est le vainqueur de l'an dernier, aurait la chance probablement de signer sa première victoire cette année, mais ça reste un pilote chez Chip Ganassi Racing et Scott Dixon est dû, je pense, pour nous sortir une bonne course. Est-ce que Penske pourrait causer la surprise et comme repartir à 9 cette saison-là? Honnêtement, j'ai bien hâte de voir comment que ça va tourner là-bas. C'est un circuit de ville, un peu comme Saint Petersburg. Il y a plus de chances de neutralisation, les murs et tout ça. C'est pas comme Thermal où c'est un champ autour. Il y a de la terre, pas de gazon, mais avec des zones échappatoires là-bas, il n'y en a pas. Et c'est toujours assez impressionnant les courses du côté de Long Beach. Hâte de voir qui aura le dessus dans cette prochaine course le 13 avril 2025 en Californie. De notre côté, du côté de l'équipe du podcast 500 Gasoline Alley, la prochaine course qu'on aura la chance d'y aller, ce sera à Barber en Alabama, course qui est prévue le 4 mai prochain. Donc, très hâte de visiter cette piste où on devrait voir beaucoup d'action pour ouvrir ce fameux mois de mai qui va nous amener jusqu'au Indy 500. Ce sera 4 semaines, même 5 semaines consécutives avec de l'action dans la série. Je vous le présente rapidement. Le Barber, le 4 mai. La fin de semaine suivante, le samedi, le 10, ce sera la course sur le circuit routier du Indianapolis Motor Speedway. La semaine d'après, c'est des qualifications le week-end suivant pour le Indy 500. Suivi du Indy 500 ensuite et les 5 semaines vont se terminer lors du premier week-end du mois de juin. Ce sera à Détroit, dans les rues de Détroit. Donc, une séquence assez éreintante pour toutes les personnes impliquées dans la série IndyCar. On sera là pour une bonne majorité de cette course-là, mais ça débute à Barber. Ce sera notre prochaine course. Donc, très hâte d'y aller et vous ramener plein de souvenirs à vous partager pour un autre épisode du podcast 500 Gasoline Alley. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Merci de nous supporter. On se reprend suite au Grand Prix de Long Beach dans quelques semaines.